Bon, je vais commencer déjà à présenter cette soirée puisque vous êtes déjà nombreux avec nous ce soir et on en est ravis. Je le disais il y a quelques minutes à Romain du Coulombier qu'on est très heureux d'accueillir ce soir, que nous aurions préféré l'accueillir bien sûr dans cette belle salle Fellini du cinéma Jean Eustache. Malheureusement, ce ne sera pas encore le cas. On espère que très vite, on pourra tous vous accueillir à nouveau dans cette belle salle et toutes les autres du cinéma Jean Eustache. Mais pour ce soir, eh bien, nous allons à nouveau faire cette unipop derrière nos écrans d'ordinateur et en espérant très vite revenir devant nos écrans de cinéma. Donc nous sommes ravis de recevoir Romain du Coulombier ce soir. Et vous allez nous plonger dans 100 ans d'histoire du communisme en France, en repartant vraiment de la genèse, de la naissance du Parti communiste en France. Et nous allons essayer de comprendre avec vous ce qu'a voulu dire être communiste depuis le début, donc depuis 1920. Mais tout d'abord, quelques mots pour vous présenter à nos spectateurs internautes de ce soir. Donc vous êtes docteur et agrégé en histoire, chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po. Vous avez fondé d'ailleurs en 2006 le groupe Histoire du socialisme en Europe, que vous animez depuis, si je ne me trompe pas. Vous enseignez à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Vous avez été lauréat de la Fondation Jean Jaurès pour votre DEA en 2003, publié sous le titre « Le premier communisme français 1917-1925, un homme nouveau pour régénérer le socialisme ». Et puis en 2008, lauréat du prix Henri Hertz de la Chancellerie des universités de Paris pour votre doctorat, dont vous avez soutenu la thèse en 2007, à Sciences Po, Paris, sous la direction de Marc Lazare, et qui s'intitulait « Régénérer le socialisme aux origines du communisme en France 1905-1925 ». Donc, qui mieux que vous pouvez nous parler de ce grand sujet ce soir? Vous avez publié de nombreux ouvrages sur le sujet, dont Histoire du communisme, Vive les soviets, un siècle d'affiches communistes, ou encore Camarades, la naissance du Parti communiste en France. Vous avez également dirigé la publication avec Vincent Chambarlac, la publication d'un ouvrage collectif « Les socialistes français et la Grande Guerre, ministres militants combattants de la majorité 1914-1918 ». Et vous avez été l'un des commissaires scientifiques de l'exposition Jaurès 1914-2014 aux Archives nationales. Vous venez d'ailleurs de préfacer un ouvrage qui vient de paraître tout juste, dernier, dans la collection Folio Histoire des éditions Gallimard, un ouvrage qui est en fait un recueil des textes de Léon Blum, intitulé Léon Blum, le congrès de Tours, le socialisme à la croisée des chemins, 1919-1920. Donc je le disais, un recueil de textes, notamment Pour être socialiste, un véritable bréviaire du socialisme français paru à la fin de 1919, et la transcription, je crois, de la première intervention de Blum devant le Congrès socialiste. Et tout ceci m'amène bien sûr à cette transition pour parler du congrès de Tours, ce congrès qui va être un tournant il y a tout juste 100 ans, puisque c'était en décembre 1920, et c'est de ce point précis que vous allez partir pour nous parler ce soir du congrès de Tours, mais aussi des lendemains qui chantent et comment le PCF s'est inventé. Et je vous laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure avec tous nos participants pour eh bien, répondre à leurs questions. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Évidemment, je remercie le Festival du film d'histoire de Pessac et le cinéma Jean Eustache de me permettre de m'exprimer ce soir autour du congrès de Tours, de la naissance du Parti communiste français, exactement quasiment un siècle, jour pour jour, à distance de sa naissance, puisque le 29 décembre 1920, par un vote majoritaire des socialistes lors du 18e congrès du Parti socialiste à Tours, le Parti communiste, ou du moins le Parti socialiste section française de l'Internationale communiste, voit le jour. Cet événement du congrès de Tours
est un événement majeur, un des grands événements de l'histoire politique de la gauche, un événement aussi, un des principaux événements sans doute dont la mémoire survit encore aujourd'hui dans l'histoire du Parti communiste, et aussi un moment de bifurcation majeure dont les traces sont encore présentes et ne sont pas effacées dans la France de 2020. C'est l'occasion, cette conférence, de réfléchir aux matrices, aux conditions de formation d'une offre politique originale en France, qui a marqué évidemment de son empreinte l'histoire de notre pays et l'histoire de la gauche. Évidemment, le monde du Parti communiste français a changé, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Parti communiste français n'est pas mort. J'écoutais ces derniers jours Fabien Roussel, son secrétaire, parler sur France Inter, évoquer les 40 000 adhérents du parti, ses 620 maires. Néanmoins, c'est le moins qu'on puisse dire, le monde dans lequel le Parti communiste avait atteint son apogée à la Libération en particulier, a changé, et le Parti communiste français a perdu la place importante, voire centrale, qu'il a pu occuper dans notre pays à partir des années 30 et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en particulier. Évidemment, on pourrait même dire que c'est le monde dans lequel ce Parti communiste français était inséré qui a changé. L'URSS a disparu en 1991, elle a laissé derrière elle un immense océan d'archives, et ces archives ont bouleversé profondément la connaissance qu'on avait de l'histoire même du Parti communiste français. Ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, c'est-à-dire l'ensemble des organisations qui prétendaient représenter la classe ouvrière, lui-même est en crise, voire peut-être même qu'on pourrait dire qu'il a disparu, peut-être qu'on en parlera dans le débat. Ce qui s'est passé aussi rapidement des mémoires, finalement, c'est la geste la geste communiste, hein, la puissance de ce mouvement ouvrier, à tel point qu'on peut dire qu'un lycéen d'aujourd'hui connaît peut-être mieux l'histoire de l'URSS de Staline ou de la Chine de Mao, ou l'histoire de la Chine de Mao, que l'histoire du Parti communiste français. Et enfin, surtout, je dirais que c'est l'engagement militant lui-même dans la France du XXIe siècle qui a changé, qui est peut-être en crise. En tout cas, les formes traditionnelles de l'engagement politique que le Parti communiste a incarné peut-être mieux qu'aucun autre ont changé elles aussi. Le titre que j'ai choisi de cette conférence, Comment le Parti communiste s'est inventé, c'est une invitation à réfléchir à la part que les communistes français eux-mêmes ont pris dans la formation du modèle de parti qu'a été le Parti communiste français, mais aussi à la part que les circonstances ont pu jouer dans ce modèle, dans la création de ce modèle, dans un univers, comme chacun sait, dans un univers communiste international qui était marqué d'abord et avant tout par le rôle de Moscou, par le rôle du centre moscovite, par le rôle du patron aussi, Staline, dans son histoire, dans son orientation. Or, évidemment, les parts respectives des hommes, des Français, disons, de Moscou et des circonstances ne sont pas si simples à établir. C'est une des problématiques majeures, je crois, de l'historiographie contemporaine du communisme. Disons qu'au moins, la question de la part d'initiative des communistes dans la construction de leur parti a été un problème qui a divisé les historiens depuis longtemps et que s'explique d'abord parce que le Parti français occupe, disons, une place en périphérie du système communiste international qui a été centré, au moins jusqu'à la libération, cette période qui va nous intéresser, autour de l'URSS stalinienne. Autrement dit, l'idée de cette conférence, c'est d'essayer de réfléchir aux origines de la singularité du Parti communiste français, qui a été à la fois, je pourrais dire, un parti comme les autres, engagé dans la lutte politique pour exercer le pouvoir, qui fait de la politique, qui place des hommes, qui place des élus, et puis aussi un parti pas comme les autres, qui prétendait être révolutionnaire, qui prétendait être le parti de la classe ouvrière, et qui prétendait aussi, finalement, ou qui a attaché son destin, du moins, à un parti étranger, à un État étranger, qui était l'URSS. Pour essayer de comprendre cette singularité, je vous propose 4 grands thèmes de réflexion, 4 points à l'intersection desquels on va essayer de placer le Parti communiste et son histoire. 4 enjeux. Le premier enjeu, ce sera l'enjeu de la démocratie interne et de la question de l'autoritarisme du Parti communiste dans sa formation en tant que structure, si vous voulez, politique. Ce sera le premier thème, la question de la démocratie interne. Le deuxième thème qui va nous intéresser, ce sera la question
de la représentation de la classe ouvrière, de son incarnation par un parti original qui s'est voulu être le parti de la classe ouvrière. Le troisième enjeu, le troisième thème, ce sera la question de l'URSS, de l'influence de l'URSS, de l'internationale communiste et de Staline singulièrement sur le parti français, mais aussi de son rapport à cet État bien particulier, que certains qualifient totalitaire, qui était l'URSS. Et puis enfin, je terminerai sur un quatrième enjeu, qui est celui de la guerre, à différents titres, qui jouent un rôle absolument fondamental dans la trajectoire du Parti communiste français. Voilà, disons, les 4 thèmes qui vont nous servir de programme pour ce soir. Alors, le premier thème que je voudrais aborder, c'est la question de la formation de la forme parti communiste, qui va être une organisation autoritaire en démocratie. Et je voudrais partir d'un paradoxe qui me paraît tout à fait important, c'est qu'en effet, il ne faut pas confondre la démocratie dans les partis et le rôle des partis dans la démocratie. Autrement dit, un parti dont le fonctionnement serait autoritaire peut jouer un rôle politique dans un système politique démocratique. Et la question de la démocratie interne a joué un rôle absolument crucial dans l'histoire du Parti communiste français tout au long de son histoire. Cette organisation rigide, cette organisation verticale, souvent décrite comme autoritaire, à travers en particulier ce que dès les 21 conditions d'adhésion, je vais y revenir, on appelle le centralisme démocratique, a souvent été critiquée. La discipline exigée par le militant, l'obéissance à la ligne, à la direction du parti à tout prix, la pratique du secret, de la clandestinité, le recours aux exclusions, aux listes noires de traîtres, aux proscriptions, qui ont amené beaucoup de témoins d'ailleurs et de victimes parfois de ces exclusions, à comparer le PCF à une caserne ou à un monastère, voire même à un mouvement totalitaire. Donc, évidemment, tous ces éléments font partie de la culture communiste de parti. Mais on peut dire aussi, c'est le second paradoxe, que le militantisme communiste, ça a pu être en France une forme d'émancipation et de promotion sociale pour certains de ces militants. Alors, cette structure militante, cette structure du Parti communiste s'est mise en place dans les années 20 et 30, à peu près en 3 étapes, et elle va montrer une durée, une solidité tout à fait exceptionnelle, puisque pour l'essentiel, elle va rester dans l'État jusqu'aux années 70-80. Première étape, c'est l'étape du congrès de Tours qu'on évoquait en début de cette conférence et dont nous réfléchissons, nous commémorons le centenaire. Tout l'enjeu pour le Parti socialiste en 1920, c'est de sortir de la crise dans laquelle il est plongé depuis le début de la Première Guerre mondiale, alors même que c'est un parti récent, puisqu'il est né en 1905. Donc, pour sortir de cette crise, il envisage tout au long de l'année 1920 d'adhérer à une nouvelle internationale qui a été fondée à Moscou en 1919 et qui s'appelle la Troisième Internationale ou Internationale communiste. Cette crise du Parti socialiste, elle tient d'abord aux conséquences de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été longue de 52 mois et elle a mis les principes du Parti socialiste à rude épreuve, alors même que son unité était récente. En effet, l'invasion allemande, la situation inquiétante du pays, pour le moins confronté donc au début de la guerre en août 1914, a obligé les socialistes à la participation ministérielle. Et au départ, cette participation ministérielle qui était conçue comme temporaire, parce que tout le monde pensait que la guerre serait courte, se prolonge jusqu'en 1917 avec le départ d'Albert Thomas, le socialiste qui était ministre de l'armement pendant la guerre. Dans les rangs du Parti socialiste, comme de la CGT, des noyaux d'opposition se sont constitués très progressivement et ils n'ont cessé de grandir pendant tout le conflit. La question de la reprise des relations internationales a été essentielle, mais d'autres questions sont venues s'ajouter au débat interne au Parti socialiste au fur et à mesure que la guerre s'enlisait. La question de l'organisation du parti, la question du remplacement de ses chefs, de la relève de ses militants, du rôle de la presse, du groupe parlementaire, etc. Autrement dit, en 1920, tout un peu est sur le tapis face à une offre politique nouvelle qui vient de Russie suite à la révolution russe de février d'abord 1917, mais surtout d'octobre 1917 et de la prise de pouvoir des bolcheviks et de Lénine
en Russie. Cette offre s'incarne dans les célèbres 21 conditions d'adhésion à l'internationale communiste qui ont été adoptées par le deuxième congrès de l'internationale communiste à l'été 1920. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'appeler communiste? Le titre de communiste a été imposé au Parti socialiste par la 17e condition d'adhésion, encore une fois, qui a été adoptée par l'internationale communiste et qui sont proposées, ou qui sont, disons, plutôt imposées aux partis socialistes qui entendent rentrer dans l'internationale communiste. Si vous voulez, ce terme de communiste a été adopté par les bolcheviks en mars 1918. Et c'est une préférence que Lénine avait affirmée dès décembre 1914. L'idée de Lénine, au fond, à travers le terme de communiste, c'était de rompre avec la trahison socialiste de 1914. Les socialistes n'avaient pas réussi à empêcher la guerre. L'internationale socialiste s'était effondrée face à la division des socialistes fratricides pendant la guerre, et donc elle avait montré sa faiblesse, et par conséquent, il fallait la remplacer par une nouvelle internationale que Lénine souhaitait appeler communiste. Il fallait aussi donner pour Lénine à l'expérience russe une valeur universelle qui puisse résonner positivement, disons, à l'oreille de tous les socialistes d'Europe qui admiraient ou qui s'interrogeaient sur le sens, la force, la puissance de l'expérience bolchevique en Russie. Pourquoi l'internationale communiste a-t-elle mis des conditions à l'entrée des socialistes dans son internationale communiste? Eh bien, tout simplement pour mettre les socialistes et ses partis dans une position d'infériorité et de négociation. Le problème, c'est qu'en France, ces conditions, qui sont connues à partir du retour des envoyés des socialistes en Russie à l'été 1920, suscitent un débat important. Leur nombre, leur contenu est l'objet de vifs débats, de vifs affrontements entre les différents socialistes. Et d'ailleurs, Léon Blum va être un des principaux artisans de leur critique, en particulier dans son célèbre discours du 27 décembre 1920 au Congrès de Tours. Ces conditions, en effet, sont porteuses d'un nouveau modèle de parti, d'organisation partisane, qui est issu des réflexions et de l'expérience russe portée par Lénine. Cette organisation doit d'abord être un parti de chefs, une organisation de chefs qui est destinée à guider les masses, mais c'est aussi une organisation qui doit être une organisation conspirative, clandestine, capable de plonger, si nécessaire, dans la clandestinité, et qui doit être composée de révolutionnaires professionnels rémunérés, selon la célèbre formule de Lénine dans son opuscule de 1902, Que faire? Or, c'est Léon Blum qui va être l'un des tout premiers à critiquer le caractère autoritaire, illusoire de ce modèle partisan. Dans son célèbre discours de Tours, le 27 décembre 1920, au fond, Léon Blum considérait cette nouvelle forme d'organisation partisane, qui va séduire pourtant quasiment 70% des socialistes à Tours qui adhèrent donc à l'internationale communiste en décembre 1920. Donc Léon Blum la considère à la fois comme inacceptable, comme fausse, comme contraire à la tradition socialiste et comme inapplicable en France. Mais sa position est largement minoritaire au moment du congrès de Tours et les enjeux sont autres, et les raisons pour lesquelles les militants adhèrent, c'est pour sortir précisément de cette crise profonde dans laquelle le Parti socialiste s'est trouvé à partir de 1914 et surtout à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. La deuxième étape qui va permettre de constituer le modèle le Parti communiste français en tant qu'organisation, en tant que structure, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la bolchevisation. En effet, le Parti socialiste qui est constitué à Tours est un parti encore hybride et surtout très fragile. Il est divisé en gros entre les différentes composantes de la majorité de Tours. Ceux qui étaient les plus fervents adhérents à la Troisième Internationale communiste considèrent que le travail n'est pas terminé, en gros que le Parti socialiste issu de Tours n'est pas encore un véritable parti communiste, mais pour les partisans les plus modérés de l'adhésion, disons que l'organisation elle-même n'a pas besoin d'être tellement plus avancée, et donc il faut ces hommes en fait qui vont assez vite quitter le Parti communiste à partir de 22-23, en fait ont plutôt rêvé à une sorte de parti socialiste rénové, disons.
une partie de gauche, en quelque sorte, rénovée. Or, ces divisions vont permettre à l'internationale communiste de s'immiscer progressivement dans les affaires du nouveau parti socialiste section française de l'internationale communiste et d'y imposer son modèle d'organisation. Alors, quelques mots d'abord sur l'internationale communiste elle-même. Elle est née, comme je l'ai dit, en 1919, à l'initiative de Lénine et des bolcheviks, et elle est installée à Moscou. C'est une organisation centralisée, hiérarchisée, qui assure, grâce à un appareil clandestin, très tôt, en fait, le financement des partis communistes, qui possède aussi un appareil de liaison de militants qui voyagent souvent clandestinement, donc entre Moscou et la France en particulier, avec l'envoi d'émissaires sur place, l'un des tout premiers à avoir eu, comme le donne son mandat, comme le dit son mandat, les pleins pouvoirs sur la section française de l'internationale communiste, c'est Jules Imbert-Droz, qui arrive juste après le congrès de Tours en 1921 en France. L'internationale communiste possède aussi un appareil d'encadrement technique, un appareil d'encadrement idéologique, un appareil de traduction qui est chargé d'homogénéiser la pratique des partis communistes et d'imposer la ligne qui est formulée par les bolcheviks pour la guider en quelque sorte, et qui est souvent formulée à partir de leur propre expérience et de leur propre vision de l'histoire des évolutions du capitalisme. Et cet appareil, comme je l'ai dit, va pleinement profiter des divisions des socialistes ou des nouveaux communistes entre eux pour imposer cette nouvelle structure à l'occasion de la bolchevisation. La bolchevisation va permettre la mise en place d'abord d'une structure pyramidale à l'intérieur du Parti communiste, un bureau politique en particulier qui va dominer un comité central qui exécute ses décisions. Le Parti communiste va aussi, à partir de la bolchevisation, mener un travail important pour diffuser un certain nombre de symboles que vous voyez ici, travaillés par un des meilleurs affichistes du Parti communiste à l'époque, qui s'appelle Jules Grandjouan et qui est venu du syndicalisme révolutionnaire. Le Parti communiste aussi, pendant la bolchevisation, s'efforce de russifier son vocabulaire, russifier ses structures, ses dénominations. Et enfin, le parti bolchevisé va mener un travail de rupture important avec la structure, l'organisation territoriale du Parti socialiste, donc héritée d'avant 14, héritée d'avant 1920 même, pour accentuer l'implantation du Parti communiste dans les usines par le biais de ce qu'on appelle les cellules d'entreprise. Autrement dit, cette deuxième étape porte la marque très profonde du travail de l'internationale communiste pour imposer ou diffuser des formules et une forme de structure, disons, qui lui est propre. La troisième étape, pour terminer ce premier point, c'est l'avènement à la tête de l'organisation du Parti communiste et de l'internationale communiste de Staline et du groupe stalinien. En effet, avec la mort de Lénine en janvier 1924, Staline et le groupe stalinien vont s'imposer à la tête de l'internationale communiste et de l'URSS. Et quand Staline devient le numéro 1 en 1927, puis quand il va lancer le grand tournant en 1929, l'organisation du PCF est déjà largement constituée. Simplement, il va lui manquer deux éléments qui vont être, disons, la marque supplémentaire du parti stalinisé à partir de la fin des années 20 et du début des années 30. La première chose, c'est la stabilisation de sa direction autour d'un secrétariat général qui va être occupé à partir du début des années 30 par Maurice Thorez. Et puis la deuxième chose, le deuxième élément qui va jouer un rôle majeur, c'est la création d'un service des cadres sur lequel je vais revenir dans mon deuxième point. Autrement dit, au début des années 30, si vous voulez, la forme du Parti communiste telle qu'on l'a connue à peu près pour l'essentiel au XXe siècle se stabilise et elle va rester telle qu'elle jusqu'aux années 80. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la volonté que les communistes ont eue d'incarner la classe ouvrière. Dès le congrès de Tours, la question de la représentation de la classe ouvrière a été un élément de cristallisation des débats entre socialistes, partisans ou non de l'adhésion. Mais le Parti socialiste d'avant 14, si vous voulez, reposait sur le principe traditionnel de la représentation politique. Un groupe parlementaire qui représentait les intérêts de la classe ouvrière, mais dont les députés n'étaient pas nécessairement des militants ouvriers.
ou des ouvriers ou des paysans éventuellement. Or, le Parti communiste a voulu rompre avec ce modèle d'organisation qui était hérité du modèle socialiste et du modèle démocratique, si vous voulez. Et on peut dire, ça va être l'hypothèse que je vais essayer de défendre dans ce deuxième point, c'est que le Parti communiste va parvenir à devenir un parti ouvrier et populaire, non pas en dépit, mais grâce à son autoritarisme. Alors, le premier élément sur lequel je ne m'étendrai pas, c'est que le Parti communiste français va réussir à mettre en place une liaison très forte avec le syndicalisme, qui va lui permettre en particulier de s'enraciner dans le monde du travail vigné, dans le monde du travail ouvrier. Mais il y a deux autres éléments sur lesquels je voudrais insister qui sont tout à fait importants. Le premier élément, c'est l'existence de ce que j'appelle le service des cadres, ou de ce que les communistes appellent le service des cadres, la commission des cadres. L'autre élément, c'est évidemment l'importance du communisme municipal. Le service des cadres a permis la mise en œuvre d'une politique d'ouvriérisation du personnel politique communiste. Ce service des cadres, c'est une sorte a été mis en œuvre, si vous voulez, a été mis en place au début des années 30 sous l'impulsion de l'envoyé de l'Internationale communiste en France, à Paris, qui s'appelle Eugène Fried et qui a été le bras droit de Thorez tout au long des années 30. Ce service des cadres est confié, en particulier dans les années 30, à un militant qui va jouer un rôle important dans les coulisses du Parti communiste, qui s'appelle Maurice Tréand, et dont le surnom était Le Gros. C'était un militant qui était né à Besançon, donc, et qui était un activiste, qui était à la tête en particulier du service d'ordre du parti dans les années 20, et qui va devenir un homme de confiance absolument fondamental dans l'histoire du Parti communiste dans les années 30, jusqu'à sa disgrâce en 1940, après l'affaire de la reparution de l'Humanité. Or, ce service des cadres a, je dirais, une activité à double face. Sur sa face positive, le service des cadres, c'est une DRH, une direction des ressources humaines du parti, qui est chargée de rationaliser l'activité militante, de placer les bons militants aux bonnes places. Ça, c'est la face positive, je dirais, du travail de service des cadres. Rationaliser l'utilisation des cadres. Et puis, ce service des cadres a aussi une face négative. Une face négative qui consiste à contrôler, enquêter, voire exclure des militants qui sont considérés comme non conformes. Surveiller l'organisation, chasser les flics, les trotskistes, les voleurs éventuels, et aussi contrôler les affaires de mœurs dans le parti qui sont considérées comme une forme de faiblesse pour l'organisation. Avec quel outil le service des cadres travaille-t-il ? Eh bien, avec un outil qui est désormais bien connu, grâce en particulier à l'ouverture des archives de Moscou et à la découverte à Moscou même de milliers de ces autobiographies d'institutions qui ont été remplies dans les années 30 en particulier, mais après aussi la Deuxième Guerre mondiale, par les militants qui entendaient faire carrière dans le parti. Alors, des procédures, comme vous pouvez le constater avec ce premier document, des procédures de fichage existaient dans le Parti communiste déjà dans les années 20 et au début des années 30. C'est le cas, par exemple, de l'enquête qui a été remplie par Mounette Dutilleul, ici, donc, à l'écran. Mais ces procédures de fichage, si vous voulez, vont se complexifier, vont se ramifier avec la mise en place, à partir de janvier 1932, d'un questionnaire modèle qui est fourni par l'Internationale communiste et que les militants qui entendent devenir responsables doivent remplir. C'est ce que fait d'ailleurs Mounette Dutilleul dans, alors c'est pas 30 août 1937, mais c'est pas 30 août 1930, mais c'est en octobre 1937 quand elle remplit sa propre autobiographie. C'est une pratique qui existait déjà en Russie, en URSS, dans le service de liste internationale communiste ou dans les services soviétiques, quand certains militants communistes qui militaient en URSS ou qui étaient envoyés en URSS y entraient. Comment le Parti communiste procède ? Eh bien, il va progressivement bioter, c'est-à-dire demander l'autobiographie aux militants d'un secteur de son activité. Et on va bioter l'appareil des jeunesses, on va bioter l'appareil d'une organisation de masse, on va bioter l'appareil éventuellement d'un secteur de l'activité du parti. Ces autobiographies donc, suivent un modèle de questionnaire
qui comporte 34 questions en 1932 et 75 questions en 1933, comme vous pouvez le voir par exemple dans cet exemple, enfin dans cette autobiographie qui est remplie par Eugène Baudin, donc le 14 octobre 1933. Dans ces questions sont à la fois des questions, je dirais, d'état civil, ce sont des questions très factuelles, mais ce sont aussi des questions qui peuvent être inquisitoriales et qui demandent des renseignements, par exemple, sur le rapport des militants avec des ennemis du parti, sur l'appartenance de ces militants à d'autres organisations politiques ou syndicales dans leur parcours politique, etc. etc. Ces autobiographies sont elles-mêmes évaluées par le service des cadres. Vous voyez ici, par exemple, l'évaluation qui a été rédigée par le service des cadres pour l'écrivain et journaliste communiste Paul Nizan. Ces autobiographies sont notées. Elles sont notées de A+ à D. Vous voyez que dans sa première version, Paul Nizan a obtenu la note de A. Il est considéré comme un militant actif qui possède une bonne bio, mais comme vous le savez aussi, cette évaluation sera largement modifiée à partir du moment où, à la fin de septembre 1939, une fois que Paul Nizan aura décidé de prendre des distances avec le Parti communiste à la suite de rompre avec lui, en fait même à la suite de la signature du pacte germano-soviétique, le service des cadres changera pour le moins son fusil d'épaule et rédigera une autre note tout à fait diffamatoire à son encontre, évidemment, dont Paul Nizan lui-même n'avait pas connaissance. Le dernier élément, évidemment, pour évoquer cet appareil des cadres et puis cette pratique tout à fait étonnante et intéressante de l'autobiographie, c'est que les militants y répondent de façon très différente. Certains militants, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec l'exemple de Baudin, sont peu bavards, et d'autres sont au contraire très disserts et racontent ou rédigent de véritables récits de soi, de véritables récits de vie, comme c'est le cas par exemple ici de Georges Cognot, qui n'hésite pas en particulier à évoquer ses déboires matrimoniaux et sa décision de se remarier ou de se remettre en tout cas en ménage avec une militante de l'internationale communiste, donc Erna Bielefeld. Ce service des cadres a joué un rôle absolument fondamental dans l'histoire du Parti communiste parce qu'il a constitué une véritable entreprise de modernisation autoritaire du Parti communiste français et avec une certaine efficacité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce service des cadres, au fond, a rempli là encore un rôle paradoxal. En dépit de son caractère, disons, inquisitorial, il a rempli une fonction évidente et il a, c'est qu'on ne peut pas faire de politique moderne sans cadre, sans permanent. Et ça a été un outil absolument efficace pour sélectionner et placer là où il fallait des cadres efficace et dévoué pour le parti. Ça reflète aussi d'autres éléments de la culture politique communiste, en particulier par exemple l'endogamie très forte des communistes entre eux, surtout dans la jeunesse communiste en particulier par exemple. Ça trahit aussi l'obsession manifeste de la pénétration policière, de la peur de la trahison, qui est typique des sociétés fermées d'une certaine façon, soviétique ici, mais communiste aussi. Et puis, ça trahit aussi l'existence, pour les communistes ou chez les communistes, d'une vision finalement d'un militant très faillible qu'il faut surveiller, dont il faut prévenir la dissidence, en particulier par une pression des camarades sur lui. Cette stratégie a permis, ou a contribué en tout cas à construire un parti d'ouvriers pour les ouvriers, un parti de la classe ouvrière qui serait représenté par des ouvriers. L'organisation, autrement dit, l'organisation du Parti communiste, ça a permis aussi aux classes ouvrières, aux ouvriers, disons, elle a pris en charge le coût d'entrée que les classes populaires doivent payer pour faire de la politique. Et ce coût d'entrée a été collectivisé, si j'ose dire, par le Parti communiste, donc grâce à son organisation. L'envers de la médaille, évidemment,
de ces pratiques et de la culture communiste, c'est l'ouvriérisme, c'est-à-dire la méfiance active contre tout ce qui n'est pas ouvrier, les intellectuels, les bourgeois, les députés, tous ceux qui voudraient se distinguer de la masse, alors même que le parti s'efforce de promouvoir des militants qui ont, comme on le lit à travers tous ces documents, la bonne origine sociale populaire. Mais évidemment, cet accès pour les militants qui se donnent d'une certaine manière au parti par la rédaction d'une autobiographie, ça leur a permis aussi d'accéder à la fois à la responsabilité historique, incarner la classe ouvrière dont ils viennent, et aux responsabilités au sens politique, dans les associations, dans les localités, dans les syndicats ou dans le parti lui-même. Et ça a constitué, et le parti de ce point de vue-là a constitué une formidable occasion de promotion et d'émancipation individuelle pour des militants qui étaient issus, disons, des classes dominées, des classes populaires dans la France de la Troisième République. Autrement dit, les communistes, ou ces communistes qui se donnent à l'organisation, qui militent à l'intérieur de l'organisation, sont des hommes qui, tout en restant fidèles à leur classe d'origine, vont puiser pour cette ascension des qualités d'autodidacte dont ils font démonstration dans ces autobiographies. Et pour eux, quitter la condition ouvrière, quitter l'usine pour servir la classe ouvrière, ce n'est pas trahir. Au contraire, c'est s'accomplir d'une certaine façon. Et c'est un des secrets, sans doute, du militantisme communiste. Alors l'autre outil qui a permis au Parti communiste français de devenir le parti ouvrier de la classe ouvrière, en quelque sorte, c'est sans doute le communisme municipal. Le communisme municipal qui et tous les autres supports d'investissement personnel et politique qui ont été offerts par le parti. Tous ces éléments vont jouer un rôle fondamental dans le sentiment qui va souder, le sentiment d'appartenance qui va souder les communistes entre eux. Je pense aux associations, aux syndicats, évidemment, mais aussi aux municipalités, aux pratiques collectives qui sont promues par le parti, en particulier, par exemple, la vente de la presse, la pratique des loisirs en commun et tout particulièrement le sport. En 1935, les communistes ont déjà conquis près de 300 municipalités et son enracinement historique commence à s'esquisser sur la longue durée. On peut évidemment, en jetant un coup d'œil à ces cartes, évoquer plusieurs lignes de force, plusieurs secteurs de force de l'implantation communiste. D'abord et avant tout, la ceinture rouge qui va se mettre en place autour de Paris. Deuxième ligne de force, si vous voulez, les banlieues des grandes villes provinciales, les régions minières et métallurgiques du Nord en particulier, les villes portuaires, par exemple, Le Havre après la Deuxième Guerre mondiale, les bourgs ferroviaires comme Avion, non Pas-de-Calais, les campagnes du Midi et les pourtours du Massif central. Dans les mairies, on promeut des ouvriers, on promeut des employés qui sont souvent issus de la métallurgie ou alors des services publics d'intérêt général, par exemple les cheminots. Le patronage municipal, les structures d'encadrement de la jeunesse, les politiques municipales de résorption de l'habitat insalubre, la construction de logements sociaux, plus tard de grands ensembles qui seront conçus comme modernes, les dispositifs aussi je pense, d'hygiène sociale, par exemple, de santé, l'organisation des loisirs, l'organisation des vacances. Au fond, le Parti communiste français va jouer à fond la carte du pouvoir local, au point parfois d'être considéré par le centre, par la direction du parti comme un danger, de devenir éventuellement, comme on dit dans le vocabulaire communiste, opportuniste, et de mettre en place ce que l'historien Emmanuel Bélanger a appelé une forme de réformisme officieux, appuyé largement aussi, il faut le dire, sur la croyance dans le progrès et dans la capacité, au fond, de l'industrie à assurer l'abondance pour le bonheur commun. Alors l'homme qui va incarner aussi ce modèle du Parti communiste, l'avenir communiste lui-même, c'est bien entendu Maurice Thorez, qui va être le numéro 1 du parti du début des années 30 jusqu'à sa mort en 1964. Thorez est un ouvrier du Nord, il est né avec le siècle en 1900, c'est un jeune homme qui a été déraciné par la guerre, qui va s'employer beaucoup dans de multiples embauches
donc, dans sa pérégrination dans la France envahie par la Prusse, par l'Allemagne, pardon, en 1914, entre 1914 et 1917. C'est aussi quelqu'un qui va connaître l'univers de la mine. Donc, même si, grâce à son intelligence, il paraissait plutôt destiné à travailler dans les bureaux qu'au fond, il connaîtra le fond lui-même. Ce n'est pas un ancien combattant. Il n'est pas non plus sorti des écoles du parti, qui vont être un autre moyen de former les militants, mais c'est un militant qui va devenir permanent dès 1923, même s'il va être tenté à un moment très court, en 1924, par la dissidence trotskiste. Il sera rattrapé par l'émissaire de l'Internationale communiste qui est à ce moment-là en France. C'est un excellent orateur, c'est un fin politique, c'est véritablement aussi un apparatchik, puisqu'il n'est élu en 1932, n'est élu député qu'en 1932, alors même qu'il est devenu permanent dès 1923. Et surtout, au début des années 30, il va bénéficier de la complicité de l'envoyé de l'Internationale communiste en France, ou l'un des envoyés majeurs, en fait, clés de l'Internationale communiste en France, qui s'appelle Eugène Fried, qui a épaulé et qui a, pour certains historiens, fait largement Thorez. Ce cominternien polyglotte, qui est arrivé en France en 1931, vivra d'ailleurs maritalement avec la première épouse de Thorez, Aurore Mambeuf. Il y a néanmoins 3 caractéristiques, je crois, du parcours de Thorez qui vont lui permettre de devenir un véritable modèle d'incarnation pour les militants français. D'abord, c'est la surscolarisation relative de son parcours. C'est un élève brillant qui a été repéré par son instituteur très tôt. C'est un grand lecteur, il l'explique dans son autobiographie. Il lit tout, mais sans direction. Et c'est le parti qui, d'une certaine manière, va lui donner la direction dans cet effort de lecture permanent. D'ailleurs, ce sera un intellectuel qui un chef de parti qui sera fasciné par les intellectuels. Il s'entourera et il appréciera leur compagnie. Je pense à Aragon, je pense à Picasso en particulier. Ce sera aussi l'homme de la culture et de l'unité avec les socialistes, en tout cas de l'homme du Front populaire, et la culture va jouer un rôle important, absolument fondamental dans ce moment historique. C'est aussi, deuxième chose, un homme qui va connaître d'une certaine façon une ascension sociale inachevée, et cet inachèvement, c'est le Parti communiste qui va pouvoir lui trouver une solution, en quelque sorte. Et puis enfin, c'est surtout un militant qui va, avec l'amour sincère qu'il ressentait pour Jeannette Vermersch, manifester le fait que le Parti communiste français, c'est d'abord un fait familial. Tout cela s'incarne dans un livre qui va être un des best-sellers de la presse communiste, donc dans les années 30, c'est Fils du peuple de 1930, publié pour la première fois en 1937, et une véritable hagiographie du chef communiste. Autrement dit, pour reprendre l'expression de l'ancien ministre communiste Jacques Ralite dans le film d'Yves Joland que nous devions au départ visionner ce soir, le Parti communiste a été un parti, comme il l'appelle, autoritaire affectif. Autoritaire certainement, mais cette autorité s'est dissoute dans l'affectif et elle est devenue naturelle, à tel point que pour beaucoup de militants communistes, le parti était une évidence, sa direction était une évidence qu'il ne s'agissait pas de questionner. C'était comme ça et un point c'est tout. Ce qui évidemment nous offre une transition toute trouvée vers le troisième élément sur lequel je voudrais insister, et je me suis trompé évidemment dans mon titre, c'est sur l'URSS, donc un État fermé de la classe ouvrière. Depuis les années 20, donc l'URSS, depuis les années 20, le devoir absolu de tous les militants communistes, c'est d'abord et avant tout de défendre l'URSS. Cette exigence a été projetée à l'extérieur par l'URSS grâce à sa propagande, par tout l'appareil de diplomatie culturelle soviétique, désormais qu'on connaît bien justement également par les archives, et par le développement d'un certain nombre d'organisations de solidarité avec l'URSS, en particulier les amis de l'URSS dans les années 20 et 30. L'autre trait original de l'Union soviétique, c'est un État fermé, comme chacun sait, un État fermé qui contrôle très étroitement l'accès à son territoire,
qui est obsédé par ses confins et qui organise un tourisme idéologique encadré, si j'ose dire, donc du moins jusqu'en 1937, quand le parti se ferme, quand le pays se ferme très définitivement, donc avec la Grande Terreur. Et évidemment, les visiteurs sur place oscillent sans cesse entre un enthousiasme plus ou moins commandé, une consternation à l'inverse plus ou moins silencieuse, et souvent la difficulté ou l'incapacité à voir et à comprendre ce qui sera toujours un des grands enjeux de l'histoire soviétique. Donc, comprendre ce qui est la réalité et la vie soviétique. Or, vis-à-vis de cette réalité et de cette vie soviétique, l'URSS va disposer un certain nombre d'écrans. Le premier écran, c'est la propagande soviétique elle-même, y compris d'ailleurs pour les communistes français. Le deuxième écran, c'est la contre-propagande qui a été mise en œuvre par les communistes français à la demande de l'IC lorsque l'URSS était elle-même mise en cause. Je donne juste un exemple, la publication en 1927 du livre « Un bagne en Russie rouge » de Raymond Duguay sur l'histoire des camps des îles Solovki, qui est une compilation de témoignages et de documents tout à fait intéressante, et qui va donner lieu à un contre-feu important de la part du Parti communiste, autrement dit des contre-témoignages qui vont, au contraire, insister sur l'exemplarité de l'internement en URSS, qui avait pour but, selon cette contre-propagande, eh bien, de réhabiliter les criminels et les ennemis du régime par le travail. Le troisième écran qui protège en quelque sorte la vie et la réalité de l'URSS, c'est les silences ou les justifications que les communistes français eux-mêmes ont donné de ce qu'ils ont pu savoir en URSS. C'est le cas en particulier avec l'épisode tragique de la famine de 1932-33 en Ukraine, puisque certains militants communistes français sont sur place à l'époque à Moscou. Ce sont des hommes comme par exemple Louis Aragon. Et face aux échos, face au constat sur place des pénuries, les militants français vont recourir à une explication là aussi axée sur la défense de l'URSS, qui est toujours l'idée qu'au fond, le pouvoir soviétique doit faire face à une Vendée, doit faire face à la révolte des Koulaks, et que cette Vendée doit être vaincue, pour sauver l'expérience soviétique. Donc, autrement dit, les silences ou les justifications des communistes français eux-mêmes ont empêché donc, de comprendre toujours quelle était la réalité soviétique. Et puis surtout, le dernier écran, c'est la fusion du thème de la défense de l'URSS dans les années 30 avec des thèmes que sont la défense de la culture, la défense de la paix et l'antifascisme. Autrement dit, à ce moment-là, la défense de l'URSS, c'est d'abord et avant tout lutter contre le fascisme et défendre la paix. Ces écrans, néanmoins, ne doivent pas nous empêcher de poser la question de savoir ce que l'on pouvait savoir précisément de la répression au sein de l'internationale communiste, de ce que les communistes français pensaient des procès de Moscou, mais aussi de la Grande Terreur. Alors, dans l'internationale communiste, les signes d'une répression massive en cours en URSS se multiplient à partir de 1935. Mais c'est un point important, le PCF a été lui-même épargné par les purges qui ont touché d'autres partis communistes, comme le parti allemand, comme le parti polonais, par exemple, ou d'autres partis à l'intérieur de l'internationale communiste. Donc, les communistes français étaient témoins de faits troublants, d'accord, mais au fond, c'est le silence qui, chez Thorez, par exemple, ou chez Marcel Cachin, dans ses carnets, va dominer. Les communistes français voient disparaître des hommes avec qui ils ont milité, des correspondants, des traducteurs, des référents qui ont accompagné leur voyage, des militants étrangers avec qui ils avaient pu fraterniser, avec qui ils avaient parfois pu faire publier dans la presse transnationale communiste. Mais ces disparitions installent un climat de peur, installent même un climat de terreur, mais au fond, elles sont dissimulées par le silence de la plupart des responsables. Et surtout, l'échelle réelle du phénomène échappe à ceux qui peuvent savoir, et c'est un point tout à fait important.
En ce qui concerne les procès de Moscou en 1936 et 1938, on oublie souvent qu'il y a eu des précédents au début des années 30, notamment le procès du parti industriel en novembre-décembre 1930. Or, dès cette époque, dès le début des années 30, dans ces procès qui sont déjà des procès staliniens, en fait, le PC va être enrôlé par l'internationale communiste dans des campagnes internationales qui avaient pour but de justifier les châtiments qui étaient infligés aux ennemis, ce que font d'ailleurs les communistes qui sont envoyés sur place, malgré les doutes personnels qui, en tout cas à cette époque-là, en 1930, peuvent éventuellement être perçus dans les sources dont on dispose. Par ailleurs, on peut dire que, je pense qu'il faut le dire, les Français n'accueillent pas les procès de Moscou avec beaucoup d'enthousiasme. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'ils craignent, ce n'est pas l'erreur judiciaire, parce que les communistes français croient les accusés coupables, mais ce qu'ils craignent surtout, c'est l'effet désastreux de ces procès sur la politique d'alliance du Front populaire. Et Thorez lui-même, d'ailleurs, dès 1936, dès le premier procès de Moscou, affirme qu'au fond, que les procès contraignent le Parti communiste français à une stratégie, à une position défensive, alors même qu'il est engagé dans le soutien au Front populaire et dans une démarche unitaire. Mais ces procès eux-mêmes sont un écran ultime, si j'ose dire, face à la répression massive que le régime stalinien engage avec la Grande Terreur en 1937-38. Et cette réalité-là, cette réalité de la Grande Terreur est sans doute la plus inaccessible ou la plus difficilement accessible donc, à cette époque et aux témoins. Au fond, c'est peut-être le plus tragique dans le rapport des communistes français à l'URSS, c'est que la question des masses russes n'effleure pas vraiment les communistes français. Pour la plupart, ils ne connaissent pas l'existence de ces masses russes et ils perçoivent l'URSS comme à travers un filtre que j'appellerais occidentaliste. Au fond, ils voient dans les masses russes une masse héroïque qui sert le projet grandiose de la construction de la société communiste. Et il faudra attendre, au fond, le rapport Khrouchtchev, mais tous les débats aussi autour du procès Kravchenko en 1949, et puis des procès de Moscou, des nouveaux procès, en fait, plutôt dans les démocraties de l'Est au début des années 50, pour que finalement la question des crimes en URSS vienne véritablement hanter le Parti communiste français, dès lors que ce sera Khrouchtchev lui-même, le centre soviétique lui-même, qui va reconnaître l'existence de ces crimes de Staline. Au fond, et c'est une réflexion que j'emprunte au philosophe français Raymond Aron, on peut être que frappé par le rôle que la violence joue dans la construction du mythe soviétique. En fait, il est probable que la violence était même nécessaire pour accréditer ce mythe, parce que la violence fait partie, en quelque sorte, du changement révolutionnaire. Et la souffrance des soviétiques demeure pour les communistes français souvent ce qu'Annick Rigel, une des grandes historiennes du Parti communiste, appelle un savoir de tête. C'est-à-dire, au fond, une représentation un petit peu impersonnelle des conséquences, en réalité dramatiques, du développement nécessaire de la puissance soviétique et dont aujourd'hui on voit, finalement, grâce aux archives, l'ampleur et la tragédie. Cette dépendance à Moscou va recevoir une tragique confirmation avec la signature du pacte germano-soviétique, donc le 23 août 1939. Et ce pacte germano-soviétique, comme chacun sait, va être, je dirais, le nœud gordien de la relation du PCF à l'URSS, et une crise, en fait, qui ne va jamais être vraiment dépassée tout au long de son histoire. Ce pacte germano-soviétique incarne par ailleurs, comme on le sait, une rupture radicale avec l'antifascisme des années 30 et qui avait été suivie, en gros, entre 1934 et 1939 et qui avait permis en fait la montée en puissance du Parti communiste français dans la France des années 30, donc, et l'entrée dans une stratégie d'alliance avec le Parti socialiste et les radicaux. Le pacte germano-soviétique, comme on sait, c'est un succès diplomatique soviétique à peu de frais. Mais pour le Parti communiste français, c'est une catastrophe. À ce moment-là, le Parti communiste français va rentrer dans une zone grise, donc, qui est d'abord marquée par une longue période
de clandestinité qui ne va se terminer en fait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier avec le retour en novembre 1944 de Maurice Thorez, qui avait quitté la France, qui avait déserté en fait l'armée et quitté la France et rejoint l'URSS donc en octobre 1939. Par ailleurs, le Parti communiste, à la suite du pacte germano-soviétique, va subir une répression extrêmement dure. Et donc, si le Parti communiste construit dans les années 30 donc s'effondre, c'est l'appareil des cadres, lui par contre, va tenir bon. C'est le cœur, disons, du Parti communiste qui va tenir bon. Et surtout, c'est dans cette situation clandestine, face à la répression, que le Parti communiste va, à l'été 40, engager la tentative de reparution de l'humanité en négociant avec l'occupant à Paris, avec Otto Abetz en particulier. Et alors certes, les tractations avec l'occupant pour cette réparation qui n'aura pas lieu vont être interrompues à l'initiative de l'Internationale communiste en août 1940, mais cette tentative va laisser, une fois qu'elle sera connue, une trace indélébile dans l'histoire du Parti communiste. Et en fait, il faut attendre le 22 juin 1941 et l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie pour que toute ambiguïté soit levée et que, sur ordre de l'ICE, le Parti communiste français jette ses forces, qui sont en réalité très limitées, dans la lutte armée et dans la tentative d'ouvrir un front de l'intérieur. Mais ce passé ambigu de 1939-1940 ne va cesser de ressurgir dans l'histoire du Parti communiste français, en particulier après 1945. Un seul exemple sur ce point, finalement, c'est la question personnelle qui est posée par Thorez. Déserté en 1939, il revient en France en 1944 avec l'assentiment de Staline et l'assentiment de De Gaulle. Ce qui doit lui permettre d'ailleurs de neutraliser, pour De Gaulle, les velléités insurrectionnelles éventuelles du Parti communiste français. Et donc le Parti communiste français, qui dans les années 30 s'est voulu un grand parti national, donc est sans cesse confronté au procès en trahison nationale qu'incarnait en quelque sorte donc, le soutien imposé au pacte germano-soviétique. Pour terminer cette conférence, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais évoquer le dernier enjeu, qui est celui de l'existence du Parti communiste comme un parti révolutionnaire dans une France martiale. Au fond, la présence de la guerre, à mon sens, va jouer un rôle fondamental dans l'histoire du Parti communiste français. Ça va être un fait majeur, un fait massif de l'histoire contemporaine de notre pays, qui va l'influencer à trois titres. D'abord parce que le Parti communiste, si vous voulez, le rejet de la Première Guerre mondiale, la condamnation de la Première Guerre mondiale va être une des matrices de l'idéologie de la conviction communiste. Ensuite, parce que beaucoup de militants vont partager une expérience directe de la guerre à travers l'Espagne en particulier, la mobilisation pour l'Espagne, et la résistance. Et puis enfin, parce que la guerre va être aussi un outil pour légitimer la répression gouvernementale contre le Parti communiste. Je disais à l'instant que disons que l'une des matrices majeures de l'expérience communiste, ça va être le rejet de la trahison socialiste de 1914 et la condamnation de la guerre impérialiste de 1914-18. Ça va être un socle véritable de la croyance communiste jusqu'aux années 60, c'est-à-dire à partir du moment où progressivement les travaux des historiens sur les origines de la Première Guerre mondiale vont commencer à nuancer, retravailler cette idée de trahison socialiste de 1914. Mais c'est certain que ce rejet de la trahison socialiste de 1914, c'est un des socles de la croyance communiste. Dans les années 20, le Parti communiste est un parti très antimilitariste. Et je profite de l'occasion pour vous montrer cette belle affiche de Jules Grandjouan, donc publiée par le Parti communiste au moment de l'invasion de la Ruhr en 1923. Dans les années 20, le Parti communiste français met en place une politique antimilitariste. Il crée un appareil dédié qui consiste à aller faire de la propagande communiste dans l'armée. Et ça va être un échec particulièrement coûteux d'ailleurs pour les militants qui l'ont mis en place. Cet antimilitarisme
très très engagé des communistes dans les années 20 va laisser place dans les années 30 à une double attitude, donc à la fois au ralliement à la nation, la nation qui est conçue par les communistes d'abord et avant tout comme une œuvre collective de travail et d'effort populaire, mais aussi à l'idée de défense nationale. Donc, et vous voyez à travers ces deux affiches le contraste entre l'antimilitarisme des années 20 et du tout début des années 30, donc, où le Parti communiste rejette ou oppose le drapeau rouge au drapeau français, et puis disons, le ralliement à la défense nationale, et puis l'antifascisme des années 30, où un sans-culotte bodybuildé assure la défense de la paix et la lutte contre le fascisme. En 1930, dans les années 30, si vous voulez, d'abord, le Parti communiste français va se rallier à l'idée de défense nationale, même au-delà, en fait, à l'idée aussi de défense de l'empire colonial. Il va se rallier à l'idée de renforcement de l'armée française, adossée sur le pacte Laval-Staline de 1935. Et enfin, il va s'ériger en défenseur de la République et des libertés donc, de l'époque face à la menace fasciste. Et par 3 fois, entre 1936 et 1938, l'internationale communiste va s'opposer directement à la participation ministérielle des communistes dans le gouvernement de Front populaire. Et il faudra attendre 1944 et les fameux lendemains qui chantent pour que le Parti communiste français connaisse une première expérience déterminante de participation au gouvernement à la libération entre 1944 et 1947. Le Parti communiste français, deuxième élément, si vous voulez, dans ce rapport à la guerre et dans ce rapport donc, à la République, c'est que le Parti communiste français, dans les années 20 et 30, a été aussi une cible de la justice et de la police française, voire même de la répression policière. Et donc, en particulier, la confrontation du Parti communiste avec l'ordre républicain va être un des outils importants pour consolider, pour souder ce parti. Et ce sera souvent pour les militants en vue, je pensais à Tréant en particulier, dont on a évoqué le rôle tout à l'heure. Donc, cette opposition, l'expérience même de la prison, va être pour ces militants clés une expérience, disons, dont on se targue, dont on se fait l'honneur, d'accord, et qui va être mise en avant comme un point de passage obligé pour ces militants de confiance. Troisième et dernier point, autour de la question de cette place de la guerre, troisième et avant-dernier point, pardon, de cette place de la guerre dans la culture communiste, les communistes vont connaître 2 expériences particulières d'engagement dans des conflits, d'abord en Espagne et puis évidemment pendant la Résistance. Et dans les 2 cas, le Parti communiste français va remplir des fonctions bien plus larges que celles d'un parti, je dirais, traditionnel. Ou au contraire, ce que je dirais même plutôt, la forme parti va montrer son exceptionnelle flexibilité, sa capacité à être une instance de mobilisation paramilitaire, un instrument de mobilisation transnationale. Autrement dit, la forme parti, et en particulier le Parti communiste, va être un véritable couteau suisse, si j'ose dire, de l'action politique, de l'action paramilitaire, mais aussi, je dirais, aussi caritative au XXe siècle. Alors, en ce qui concerne la guerre d'Espagne, sur un total d'à peu près 40 000 volontaires, 35 000 vont être versés dans les fameuses brigades internationales, et parmi ces 35 à 40 000 volontaires donc en Espagne, à peu près la moitié viendront de France et de Belgique, en particulier souvent de militants qui étaient issus dans ces pays des immigrations italiennes et espagnoles. Et le profil type du volontaire communiste ou sympathisant communiste en Espagne, c'est d'abord des hommes célibataires, à peu près pour les 2/3, des hommes jeunes, entre 23 et 32 ans, qui appartiennent à la classe ouvrière, qui sont aux 3/4 soit membres, soit sympathisants du Parti communiste, et qu'ils ont souvent rejoint récemment, dans les années 30, entre 1934 et 1938. Et enfin, souvent, ce sont des hommes qui sont issus
de pays où existe un service militaire obligatoire. C'est le cas de la France en particulier. Quant à la résistance, le Parti communiste français, si vous voulez, entre véritablement de plein pied dans la lutte armée à partir du 22 juin 1941, quand, au lendemain de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie. Et c'est cette expérience de la résistance qui va parachever les noces du Parti communiste avec la nation. Les soviétiques ont très vite exigé l'ouverture d'un front intérieur, mais ce front intérieur en France va se heurter d'abord à la répression très dure, mais aussi à la difficulté de mettre en œuvre des groupes d'action par le parti. Et donc, il va se doter de petits groupes d'action qui vont être chargés en particulier de la police interne, de l'élimination des renégats, autant que de la lutte armée. Et puis, il va se doter aussi d'une organisation militaire, les FTP, et d'une organisation dite de front unique, le Front National, qui avait pour but de regrouper autour du Parti communiste l'effort de la résistance, ou les forces, disons, qui voulaient s'engager dans la lutte contre l'occupant. Elle va aussi, cette expérience, livrer les communistes à la répression, à la déportation et aux fusillades d'otages. Et face à ces critiques, face aux critiques dont on évoquait tout à l'heure l'importance avec le pacte germano-soviétique, avec finalement le retard avec lequel le Parti communiste français est entré en résistance, les communistes répondront toujours qu'ils ont payé le prix du sang, et le culte des martyrs, qui va caractériser la culture communiste après 1945, se met en place dès la fin de la guerre. Pour terminer cette conférence, je voudrais simplement insister, en dernier point, sur la présence pathologique de la guerre dans l'histoire française jusqu'aux années 60. Et cette présence va évidemment imprégner et orienter la culture et l'action du Parti communiste. Depuis évidemment la Première Guerre mondiale, en passant par les conflits coloniaux, en particulier la guerre du Maroc dans les années 20, qui va être vécue comme une trahison supplémentaire après le premier conflit mondial, la guerre d'Espagne, la signature du pacte germano-soviétique, l'expérience de la clandestinité, la Deuxième Guerre mondiale, la défaite de 40, la résistance, la guerre froide, l'Indochine, la guerre de Corée, l'Algérie. Il est impossible en fait, de ne pas voir dans l'histoire du Parti communiste le reflet de cette époque martiale, durant laquelle, ça c'est un fait exceptionnel, la France va mobiliser 3 fois son contingent. Autrement dit, toutes ces années ont été des années très dures, qui ont peut-être, d'une certaine façon, je pose la question, contribué à la dureté même du Parti communiste français. Le Parti communiste français va aussi être paradoxalement le parti qui va défendre un pacifisme de la fermeté contre l'Allemagne nazie jusqu'à la toute fin de l'année 1939, enfin de l'été 1939, pardon, juste avant la signature du pacte germano-soviétique. C'est aussi un parti qui va voter les crédits de guerre en septembre 1939, quelques semaines avant même son interdiction, qui va participer à la résistance, qui va participer à la reconstruction au premier rang pour la bataille de la production, qui va voter les pleins pouvoirs à Guy Mollet en mars 1956 pendant la guerre d'Algérie, et qui va adopter une attitude légaliste lors du putsch des généraux en avril 1961. Autrement dit, à mon sens, il faut attendre vraiment la fin des années 60 pour que l'aversion pour la violence qui disons, se manifeste avec l'éloignement de la guerre, donc dans l'horizon de la politique française et de l'histoire de la France, opère son action profonde sur l'évolution du corps militant et sur les comportements militants. Et peut-être que de ce point de vue-là, la manifestation de Charonne en février 1962 et sa terrible répression sont peut-être un moment de bascule donc, dans cette histoire. Et c'est par là que je terminerai. Au fond, l'histoire du Parti communiste français, c'est sans doute le reflet d'une histoire française exceptionnellement violente et martiale, qui a été commencée avec la Première Guerre mondiale, qui a été prolongée avec la Deuxième Guerre mondiale et l'Algérie, les guerres coloniales, et qui, au fond, donc, devra, dans un pays qui va, encore une fois, mobiliser 3 fois son contingent au XXe siècle. Et il faudra attendre, je dirais, la fin des années 60 pour que saute peut-être le couvercle gaulliste, mais aussi stalinien. Je vous remercie. Eh bien, c'est nous qui vous remercions beaucoup pour cette conférence très complète de la naissance du Parti communiste français. Donc, nous avons encore
beaucoup de monde avec nous et nous en sommes très heureux. Peut-être que certains de nos participants ont des questions et si tel est le cas, vous n'hésitez pas en cliquant sur Converser en bas de votre écran, vous pouvez taper vos questions et je n'hésiterai pas à les transmettre à Romain Ducoulombier. Alors, il y a une question de Hélène Boeuf. Alors, pour l'instant, j'ai juste le bonjour. Je n'ai pas encore la question, mais ça ne saurait tarder. Alors, n'hésitez pas. Je précise à nos auditeurs que en fait, j'avais conçu ma conférence au départ comme un complément en fait, à la projection du film d'Yves Geland qui portait sur les années 44-89. Donc l'objectif, c'était vraiment de réfléchir, je dirais, à l'avant, la propédeutique, si j'ose dire, du beau documentaire d'ailleurs de Geland, qui insiste sur un certain nombre de points. L'idée, c'était, encore une fois, de permettre de réfléchir aux origines des pratiques communistes et à la manière dont elles se sont construites dans l'entre-deux-guerres. Tout à fait. Donc le film dont parle Monsieur Ducoulombier, c'est Camarades, il était une fois les communistes français, en 2 épisodes d'Yves Geland. C'était le premier documentaire qu'on souhaitait vous présenter, qui part de l'après-guerre jusqu'à l'aube du XXIe siècle, sur 60 ans d'histoire du Parti communiste. Pardon. Et le deuxième film qui aurait dû être présenté, c'est La foi du siècle, un documentaire de Patrick Barberis et Patrick Rothman, que vous pouvez peut-être trouver. Alors, j'ai une question, pardon. Oui, je vois. Je lis en même temps. Alors, pourriez-vous détailler le rôle du PCF dans les brigades internationales et les liens avec l'URSS de l'époque lors de la guerre d'Espagne? Alors, c'est une question tout à fait importante. Le Parti communiste français, il y a une thèse qui a été soutenue et qui va sans doute donner lieu à un livre intéressant d'un historien qui s'appelle Édouard Zille, qui a travaillé sur les brigades internationales. La première chose qu'on peut dire, c'est du point de vue documentaire. Aujourd'hui, notre connaissance est largement renouvelée par l'ouverture des archives soviétiques, en particulier du Ergaspi, le fonds 545, donc, qui est d'ailleurs, si ça vous intéresse, accessible en ligne sur le site du Ergaspi. Alors, vous pouvez traduire avec le miracle de Google, vous pouvez traduire donc les inventaires qui vous intéressent. Et donc, ces archives, elles sont disponibles sur le site du Ergaspi. Ce fonds 545 nous renseigne maintenant sur la composition des brigades internationales, sur la capacité de mobilisation du Parti communiste français. Le Parti communiste français, 2 choses nouvelles qu'a montré Édouard Zille. La première, c'est qu'il a joué un rôle d'initiateur dans l'effort de mobilisation des volontaires qui veulent s'acheminer vers l'Espagne. Le Parti communiste français, dès l'été 1936, propose déjà en fait, d'organiser ponctuellement l'afflux de volontaires en Espagne. Et ces propositions vont contribuer à convaincre l'internationale communiste de lancer à partir de septembre 1936 donc l'organisation systématique du volontariat en Espagne. Ça, c'est la première chose. Et puis, le Parti communiste français va jouer aussi sur place un rôle important. Alors, certains communistes français vont jouer le fonds 545, donc, que vous pouvez trouver sur le site du Ergaspi. Voilà, le fonds 545 de l'Internationale communiste. Donc, donc, le Parti communiste va jouer aussi un rôle important. Certains militants communistes, en particulier André Marty, va jouer un rôle fondamental, en particulier comme, disons, le patron de la base d'Albacete en Espagne, par laquelle transitaient les hommes qui ont été ensuite versés dans les brigades internationales. Et puis, le Parti communiste français va organiser l'acheminement, d'abord officiel puis clandestin, en fait, de ces volontaires vers l'Espagne, en organisant des filières d'acheminement sous l'égide d'un personnage dont on a parlé, qui s'appelle Maurice Tréand. Il va organiser en particulier une compagnie navale qui s'appelle France Navigation, qui va les amener en Espagne. D'accord ? Et puis, le Parti communiste français va aussi jouer un rôle à la fin de la guerre
en secourant, en encadrant, en exfiltrant aussi les brigadistes qui se retrouvent dans les camps d'internement à la frontière française en 1938. Et donc, autrement dit, le Parti communiste français a joué un rôle majeur dans la genèse et dans le déploiement de l'effort d'envoi des brigadistes en Espagne. Alors, pourquoi l'URSS les a lâchés a priori C'est-à-dire que l'expérience des brigades internationales a toujours été une expérience d'abord et avant tout politique. Il faut comprendre que l'Espagne républicaine voulait du matériel, d'abord et avant tout. Elle ne voulait pas des volontaires. Mais l'expérience des brigades internationales a été assez largement le fruit en fait, d'une improvisation, en réalité, à l'été 1936, pour devenir un symbole de l'engagement antifasciste parmi les communistes, mais pas seulement. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. L'URSS a-t-elle lâché les brigadistes ? C'est un autre problème, mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où, en 1938, les brigadistes ont été rapatriés progressivement hors d'Espagne, l'URSS n'en accueillera que très peu, et la plupart d'entre eux se retrouveront parfois dans des conditions très complexes, parce que certains brigadistes le pays, par exemple, de certains brigadistes avait tout simplement disparu, et donc ils avaient été transformés en apatrides. Certains d'entre eux s'engageront dans la résistance en France, certains d'entre eux s'engageront dans l'armée française en 1940. Donc, mais le destin, effectivement, des brigadistes est tout à fait tragique. Donc, dans la tragédie encore plus large, disons, de l'Europe, donc 1939-40. Je vois qu'il y a une autre question sur est-ce que les autres partis communistes en Europe, Italie, Espagne, étaient aussi structurés et dépendants de l'URSS. Oui. Dans les années 20, le modèle que j'ai évoqué, celui de la bolchevisation, est imposé à tous les partis, à toutes les sections françaises de l'internationale communiste. Ce qui est certain, c'est que plus un parti est petit, plus un parti est dépendant de l'internationale communiste. Et il est certain que le Parti communiste français a eu, je dirais pas de l'indépendance, certainement pas, mais en tout cas une marge d'autonomie et d'initiative pour, disons, que certaines de ces décisions puissent être entérinées par la suite par l'internationale communiste. Je pense par exemple à tous les débats internes à l'internationale communiste qu'on peut connaître un petit peu mieux aujourd'hui grâce aux archives donc, de l'internationale communiste précisément, autour de la nécessité d'abandonner, de réagir à la catastrophe de 1933 en Allemagne et de lancer un mouvement unitaire antifasciste. Si vous voulez, à partir de 1932-33, quand la situation en Allemagne se dégrade très rapidement, puisque en Allemagne, le Parti communiste allemand, c'était le modèle des années 20, hein, ce n'était pas le Parti français, c'était le Parti allemand. Quand le Parti allemand s'effondre, les Français sont très inquiets et c'est une terrible catastrophe. D'accord ? En plus, le Parti communiste allemand s'est effondré quasiment sans combattre. Il est détruit par le nazisme, si je veux dire, quasiment sur place. Donc, et ces militants doivent fuir, ou ils sont envoyés dans des camps de concentration qui se multiplient en Allemagne en 1933. Donc, autrement dit, cette catastrophe a été matricielle. Mais dès 1932, certains Français ont voulu faire évoluer la stratégie du Parti communiste qui, à l'époque, était de refuser toute alliance avec les socialistes. Et ce refus a contribué à l'échec des communistes face au nazisme. Et donc forcément, dans le Parti communiste français, vous avez des voix qui s'étaient élevées, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure à l'instant pour l'Espagne, ces voix qui se sont élevées, ces initiatives qui ont été proposées, elles ont progressivement, très lentement, fait bouger les lignes à l'intérieur de l'internationale communiste. Alors, il y a des questions qui arrivent sur les deux, sur Converser et questions-réponses. Donc, là, il y a une nouvelle question sur je vais y répondre. la dictature. Je vous laisse y répondre. Et puis, okay. On répondra ensuite à une question qui est arrivée sur questions-réponses et qui, je pense, sera la dernière. Je vous laisse lire la question. Votre question, d'abord la question, comment expliquer le rejet viscéral du Parti communiste français à l'égard des organisations humanistes comme par exemple la franc-maçonnerie? Alors la question de la franc-maçonnerie est très intéressante parce que dès 1920, en fait, au congrès de Tours, avant même le congrès de Tours, circule une rumeur de ce qu'on appelle la 22e condition, c'est-à-dire l'idée que les libres penseurs et francs-maçons n'étaient pas bienvenus dans l'organisation communiste.
Cette 22e condition ne va pas jouer de rôle particulièrement important au Congrès de Tours, et d'ailleurs, la franc-maçonnerie n'est pas un critère, disons l'appartenance à la franc-maçonnerie n'est pas un critère déterminant du rejet de l'adhésion à l'internationale communiste. Mais cette 22e condition va ressurgir dans les années en 1922-23, quand il s'agit d'évincer, on va dire, les chefs les plus modérés, les hommes autour de Louis-Oscar Frossard en particulier, donc, qui avaient adhéré en 1920 et qui étaient considérés par les bolcheviks eux-mêmes, par l'internationale communiste, comme des communistes peu fiables. Et donc, autrement dit, la question du refus de la franc-maçonnerie va être un des critères pour l'internationale communiste pour reprendre le contrôle sur le Parti communiste au début des années 20. C'est pour ces raisons d'abord politiques que disons, la franc-maçonnerie et la libre pensée vont être des critères de rejet en fait, des militants. D'accord ? Après, sans doute que les communistes qui voulaient créer un parti ouvrier de la classe ouvrière avaient aussi se méfier de toute ingérence en fait, d'organisation qui pourrait échapper à son contrôle. C'était évidemment le cas de la franc-maçonnerie. Donc, en gros, c'était l'idée que son influence intérieure éventuelle dans un parti communiste pourrait limiter la puissance de sa direction, en quelque sorte. C'est ce que je dirais. Évidemment, dans les années 20, le Parti communiste va s'engager dans une forme d'athéisme très militant. Jusqu'au début des années 30, vous avez une toute petite organisation qui s'appelle l'organisation des travailleurs, l'association des travailleurs sans Dieu, dans laquelle, par exemple, va militer Louis Aragon, qui va être adossé sur une internationale des travailleurs sans Dieu qui était centrée autour de l'Union soviétique, où cette association était très puissante. Et donc, il va y avoir un athéisme militant, encore une fois, très minoritaire, mais très radical, si j'ose dire, donc dans le Parti communiste jusqu'au début des années 30. Puis il y aura la dernière étape, ce sera la fameuse main tendue aux catholiques par Maurice Thorez, dans le cadre du Front populaire, à un moment où le Parti communiste ouvre tous azimuts son influence et son recrutement. Pour terminer sur la notion de dictature du prolétariat, cette notion de dictature du prolétariat est présente chez Marx, mais elle n'est pas vraiment développée. Si vous voulez, le problème derrière la dictature du prolétariat, c'est la question de la prise du pouvoir. Et Lénine va donner à cette notion de dictature du prolétariat une importance absolument fondamentale. Parce que l'objectif de Lénine, c'est d'expliquer que, contrairement au marxisme traditionnel d'avant 1914, l'étape bourgeoise qui devait préparer la société communiste n'est pas nécessaire. Et pourquoi ? Parce que Lénine, évidemment, est d'abord préoccupé de justifier sa prise de pouvoir en octobre 1917, donc en gros, par un coup d'État, en quelque sorte, par un putsch, qu'il organise avec les organisations militaires, avec son parti communiste, avec son parti, et donc il mobilise pour prendre le pouvoir à Pétrograd. Et donc, pour Lénine, si vous voulez, cette notion de dictature prolétariat est absolument fondamentale. Ça, c'est une des justifications de la stratégie de prise de pouvoir par les bolcheviks. Et cette question de la dictature du prolétariat est présente déjà au Congrès de Tours, parce que Léon Blum, dans son fameux discours du 27 décembre 1920, envoie, si j'ose dire, aux bolcheviks en disant, voilà, la dictature du prolétariat, oui, mais par un parti comme le nôtre, pas comme le vôtre. C'est-à-dire qu'au fond, très tôt, la question de la dictature du prolétariat va être débattue pour savoir si en Russie, derrière cette dictature du prolétariat, il n'y avait pas en réalité une dictature du parti sur le prolétariat. Ce sera un des arguments de Blum, ce sera aussi un des cœurs de la conviction trotskiste, en fait, au fond, de dire que la dictature du prolétariat léniniste s'est transformée en dictature d'une bureaucratie partisane sur le prolétariat soviétique. Donc, qu'est-ce qui a motivé enfin le Parti communiste français à les abandonner ? Alors, l'abandon officiel de la dictature du prolétariat, c'est les années 70, le congrès de 1976. Donc, à l'initiative unanime du Parti communiste français, à une époque où, au fond, depuis les années 60, c'était la question du passage d'une autre voie, d'une autre
d'une autre façon de passer au communisme qui était entré en débat. Et en gros, un passage démocratique au communisme, un passage progressif au communisme. Mais tout au long de l'histoire du Parti communiste français, la question du passage, de la prise du pouvoir était essentielle. Et la dictature du prolétariat, c'est le modèle léniniste. Mais ce modèle léniniste, dans les années 70, il s'est quand même, pour les communistes, épuisé derrière la révélation progressive de ce qu'a été effectivement l'URSS. Voilà. Alors, il y avait également une question sur l'autre canal qui demandait la position du Parti communiste français face à la guerre d'Algérie. Alors, la position du Parti communiste français face à la guerre d'Algérie, c'est une question compliquée. Parce que, disons que le Parti communiste français a d'abord et avant tout insisté sur la paix en Algérie. Mais ça lui permettait aussi disons, de maintenir une façade légaliste, d'éviter la répression, d'accord, et de soutenir en sous-main des militants qui voulaient s'engager au contraire auprès du FLN. Donc c'est ça en fait sa stratégie. Là, d'abord et avant tout, la paix en Algérie. Mais le Parti communiste français, au fond, sentait bien, y compris dans ses propres rangs, que la question de l'indépendance de l'Algérie était une question délicate et qu'on ne pouvait pas abandonner une partie de l'Empire de façon aussi rapide et aussi simple. Et la question de la paix, ça lui a permis progressivement, en fait, d'apprivoiser cette question progressive de l'indépendance. Par ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, en 1956, le Parti communiste français, qui espère encore relancer une dynamique de Front populaire, vote les pleins pouvoirs à Guy Mollet. D'accord ? Et ce qui va être d'ailleurs un moment de crise aussi, ça va contribuer à la crise générale de l'année 56 pour le Parti communiste français.